C'est de l'un des étudiants blessés lors des manifestations contre le report de la présidentielle. C'était le 9 février dernier. Prosper Clédor Senghor n'est pas sorti du coma dans lequel il se trouvait depuis un peu moins de 2 semaines. Également au sommaire, l'arrestation ce matin de Ngagne Demba Touré. Il était revenu de son exil volontaire dimanche dernier. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Vous entendrez la réaction du président de la LSDH, Seydi Gassama, au lendemain de la sortie de la ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur les libérations enregistrées ces derniers jours. Libération politique persiste. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. À suivre notre dossier du jour consacré à la journée internationale de la langue maternelle. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la situation de l'université Gaston Berger, la descente aux enfers de l'institution universitaire depuis ces dernières années. À la mise en onde, Abdou Thiam. L'université Gaston Berger qui perd encore un étudiant. Prosper Clédor Senghor, étudiant en licence 1, a finalement succombé à ses blessures. Il avait reçu un projectile à la poitrine le 9 février dernier, jour des manifestations à l'université Gaston Berger. L'étudiant qui était dans le coma avait été transféré à l'hôpital principal où il a succombé à ses blessures. Un deuxième décès après celui d'Alpha Yero Tunkara. Ousseynou Diop. L'étudiant Prosper Clédor Senghor était dans le coma à l'hôpital régional de Saint-Louis depuis le 9 février dernier, après avoir reçu un projectile. Après près de 24 heures passées en réanimation, il avait repris connaissance. Les autorités gouvernementales avaient par la suite pris la décision de le transférer à l'hôpital principal de Dakar. Son état de santé se dégradait parce qu'il avait inhalé beaucoup de gaz toxiques et l'antidote n'était pas disponible, ce qui a occasionné sa mort à l'hôpital principal où il a été pris en charge par les médecins. Prosper Clédor Senghor était un étudiant en licence 1 à l'UFR Sciences appliquées et technologies SAT en mathématiques appliquées et sciences sociales. Après la mort d'Alpha Yoro Tunkara, originaire de Kédougou, il y a 12 jours, un autre étudiant originaire de Ziguinchor vient de succomber. Cette situation plonge l'UGB dans une crise profonde, un deuxième décès qui risque de réveiller encore une fois les démons de la violence dans le temple du savoir. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. À l'instant même, la famille de Prosper Senghor, Prosper Clédor Senghor, se trouve à l'hôpital principal pour les formalités administratives en vue de récupérer le corps et de l'acheminer à sa dernière demeure. En direct avec nous, notre reporter sur place, Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour Souleymane. Quelle est la situation sur place? Quelle est l'ambiance? J'imagine que c'est une ambiance de deuil. Oui, une ambiance de deuil, comme vous l'avez dit tantôt aussi. Actuellement, tout à l'heure, je viens de parler donc au père de la victime. Et lui, il ne souhaiterait pas s'exprimer là-dessus parce qu'il est attristé, sous le choc, de même que les 3 autres personnes donc, qui l'accompagnent ici à l'hôpital principal de Dakar. Mais il faut retenir que selon eux, donc pour le moment, pas de déclaration à faire, parce qu'ils n'ont pas encore reçu le corps et ils ne connaissent pas les vraies causes ou bien les circonstances donc, dans lesquelles leur fils est décédé, mais aussi du fait aussi qu'il y a certains papiers administratifs qui sont en train d'être réglés parce que je viens de la direction donc, de l'hôpital principal de Dakar. Souleymane, vous l'avez dit tantôt aussi, il faut le retenir que c'est Prosper Clédor Senghor était admis donc au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar et qu'il était étudiant en mathématiques appliquées et sciences sociales donc à l'UFR de l'université chez Gaston Berger de Saint-Louis. Donc ce qui porte à 2 le nombre d'étudiants morts dans cette université en marge des manifestations qui ont eu lieu le vendredi 9 février dernier et qui porte le nombre de personnes tuées dans ces manifestations-là à 4, hormis le manifestant tué ici à Dakar et l'autre qui a été tué à Ziguinchor. Est-ce que, comme dans le cas de Alpha Yero Tunkara, le procureur avait demandé une autopsie? Là, pour le moment, donc, je n'ai pas des informations là-dessus. Si une autopsie a été demandée, je lui ai posé cette question-là, mais il n'a pas souhaité répondre. Donc, l'unique chose qu'il a dite, c'est que là, actuellement, ils sont en train de régler des papiers administratifs
Et après cela, s'ils ont toutes les informations là-dessus, ils feront une déclaration devant la presse. L'étudiant Clédor Prosper Senghor, originaire de Cabrousse. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons avec notre correspondant dans la région sur la réaction de la famille sur place. Le syndicat des travailleurs de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, plus que jamais attristé par ce deuxième décès. Prosper Clédor Senghor, étudiant en licence 1 de mathématiques appliquées et sciences sociales, qui a succombé à ses blessures, je vous le rappelle, suite à son évacuation à l'hôpital principal. Un énième drame qui frappe l'UGB. Ahmad Diallo, membre du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sénégal, ne trouve pas les mots pour qualifier ce qui se passe à l'UGB. Il est avec Ousseynou Diop. C'est avec un cœur meurtri à la fois. C'est avec désolation, c'est avec consternation que nous avons appris le décès de l'étudiant Prosper Clédor Senghor, qui est à L1 à l'UFR Sciences appliquées et technologies. Nous sommes là à encadrer et à former des étudiants. Ces étudiants ne sont pas venus pour rentrer chez eux avec des certifications de décès, mais plutôt avec des certifications pédagogiques. Nous appelons aux autorités étatiques, militaires et gendarmes, que l'université n'est pas un théâtre d'opération. L'université n'est pas un champ de tir. L'université est un temple du savoir. Ils ont le droit de protéger, de nous protéger, de protéger les jeunes, de protéger les encadreurs, de protéger les étudiants. La mort de Prosper Clédor Senghor, évoquée ce matin lors du sit-in du collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces amicales ont une nouvelle fois réclamé la réouverture de l'université. L'occasion a été saisie pour réclamer la libération des étudiants emprisonnés. Fama John était sur place. La situation était tendue au rond-point de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Devant la dite faculté, une centaine d'étudiants en face et des forces de l'ordre venus à bord de 3 pick-up avec leur équipement de protection. Ils tentent d'abord la voie de l'intimidation. Ensuite, la négociation. Après moult tractations, une solution est trouvée. Les étudiants ont 10 minutes pour tenir leur sitting. Le ton est donné. Le collectif des amicales de l'UCAD revient à la charge après la libération des détenus dits politiques. C'est la libération de l'UCAD qui est réclamée. Alioune Diallo porte leur parole. Permettez-nous de présenter nos condoléances aux familles des étudiants qui ont eu à succomber, notamment Alpha Mamadou Tunkara à Saint-Louis et aujourd'hui même l'étudiant Prosper Senghor. Il y a un dégel et que les détenus politiques sont en train d'être libérés alors que l'UCAD est le plus grand détenu politique. Donc nous nous étonnons toujours du pourquoi il n'est pas encore libéré. Dans un pays normal, l'UCAD serait la première institution à être libérée. Ces étudiants s'offusquent du décès de Prosper Clédor Senghor qui vient rallonger la longue liste d'étudiants ayant perdu la vie lors de manifestations. Prosper gagne na fa à l'image de Tunkara. Donc mu nek lo xamanteni ay bavure policière la ñu constaté ci biir université. Depuis juin 2023, l'université Cheikh Anta Diop est fermée au grand malheur des étudiants. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. À peine revenu de son exil volontaire au Mali, dimanche dernier, Ngagne Demba Touré a été interpellé par la division des investigations criminelles de la police nationale. Une arrestation survenue ce matin chez lui, à Grand-Yoff, en application d'un mandat d'arrêt. Mohamed Ali Mouba pour les détails. Rentré à la faveur de l'euphorie collective du vent de la décrispation qui souffle ainsi depuis quelque temps au Sénégal, Ngagne Demba Touré n'aura humé l'air de la liberté que le temps du rose. Et pour cause, le Mbappé de Pastef vient d'être mis aux arrêts par la division des investigations criminelles qui exécute ainsi le mandat d'arrêt international lancé contre lui il y a quelques mois. Affecté à Matam, souvenez-vous, alors qu'il était en bisbille avec la hiérarchie, Ngagne Demba a refusé d'abord de se rendre à son poste avant de finir par se raviser. C'est pour éviter d'être arrêté qu'il a jugé nécessaire de ne pas répondre à une convocation de la police au plus fort de la guerre entre l'État et les éléments de ex-Pastef.
À l'époque, il s'était fendu d'une lettre où l'on pouvait lire ce qui suit. Oui, j'ai choisi l'exil loin de ma famille et de mes proches. Comme De Gaulle en juin 40, chef de la France libre, comme Khomeini en 1979 avec sa révolution, eh bien, j'ai opté pour l'exil au Mali avec son lot d'incertitudes et de conséquences. Mais je reviendrai plus grand pour la survie de notre projet politique. Fin de citation. Et effectivement, il est revenu porté en triomphe, acclamé par la jeunesse patriote qui célèbre le retour de l'enfant prodige qui parade dans la ville. Ces espoirs dessus donc, douche froide ou désillusion dont deux gels. Et ce n'est pas une surprise, car en conférence de presse hier, la ministre de la Justice garde des Sceaux, Maître Aïssata Tall Sall, a souligné que les mandats d'arrêt n'avaient rien à voir avec les libertés provisoires obtenues par les proches d'Ousmane Sonko. Ils avaient vocation à être exécutés, ce qui apparemment vient d'être fait. Maître Abdoulaye Tall, avocat à la Cour, et l'un des porte-parole de l'ex-PASTEF, regrette cette arrestation. Il a été joint il y a un instant par El Hadj Ndiogou Diène. Nous confirmons effectivement cette arrestation parce que nos sources viennent de nous le confirmer. C'est une arrestation qui vient à la surprise de tout le peuple sénégalais, à la surprise de tous les militants de PASTEF, mais également tous ceux qui sont attentionnés par tout ce qui se passe présentement au Sénégal et sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Je considère que son arrestation ne vient que me confirmer dans mon sentiment que la pacification tant annoncée et dont la mise en œuvre a été donnée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, je pense que cette pacification vient entrer en contradiction avec ce qui se passe. Maître Ngagne Demba Touré, qui est un symbole de PASTEF, un symbole de la lutte pour la démocratie et pour l'état de droit, je pense que Ngagne Demba Touré, vu tout ce qu'il représente pour la jeunesse patriotique et pour la jeunesse sénégalaise de façon générale, je pense que sa place n'est pas là où il est, n'est pas la prison. Sa place est plutôt de regagner sa famille, sa place est plutôt effectivement de regagner le peuple et continuer à mener le combat pour la justice, pour l'état de droit et pour la démocratie sénégalaise. Et son arrestation, je pense que ne fait que confirmer le discours de Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, son discours d'hier, et un tel discours entre en contradiction avec effectivement celui du président de la République lorsqu'il a annoncé la pacification de l'espace politique, lorsqu'il a annoncé effectivement la réconciliation, l'apaisement pour la paix sociale, pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Ngagne Demba Touré est poursuivi pour association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l'État, acte de nature à compromettre la sécurité publique et atteinte à l'autorité de la justice et outrage à magistrat. Il est 12h13. C'est pour désengorger les prisons et éviter les longues détentions que l'État procède ces derniers jours à la libération de détenus. Des propos de la ministre de la Justice lors de sa conférence de presse d'hier. Selon Seydi Gassama d'Amnesty International section Sénégal, il faudra également libérer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye pour une décrispation du climat social et politique. Selon le président de la LSDH, par ailleurs, les libérations notées ces derniers jours sont purement politiques. C'est de Nourouba. Seydi Gassama, secrétaire exécutif d'Amnesty International section Sénégal, donne sa position sur les libérations de détenus notées ces derniers temps. Nous avons tout le temps demandé ces libérations, donc nous les saluons et nous demandons que les principaux leaders du PASTEF, à savoir Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, puissent également recouvrir la liberté. Parce que ce sont ces libérations-là qui vont sceller, n'est-ce pas, définitivement, la pacification de l'espace public et la réconciliation, le début de la réconciliation nationale, qui doit avoir lieu, parce qu'on est des Sénégalais, on n'a pas intérêt à créer, évidemment, un climat de tension permanent dans ce pays, alors même que nous sommes dans un espace sous-régional très volatile. Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, lui voit en ces libérations de la politique, rien d'autre. C'est vrai que le juge n'a pas apprécié. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est la partition du procureur et du parquet. Ça, c'est le ministère, c'est la politique. Donc maintenant, on ne peut pas savoir s'ils ont été libérés après avoir purgé des périodes de 6 mois. Peut-être dans le cadre légal du code de procédure pénale, qu'on soit dans un état de droit. Le droit qui a manqué, ce que nous avons vu, ce n'est pas des droits, c'est peut-être des actions politiques, même si elles sont bénéficiaires. Si donc les personnes en bénéficient, mais on peut souhaiter qu'en amont, qu'on soit moins répressif, qu'il y ait moins de puissance de pouvoir du procureur qui en fait à sa tête. Le procureur il a tous les pouvoirs du monde et malheureusement, on devrait penser à ces réformes-là pour peut-être être
en adéquation avec ce qui se passe dans le monde. Hier, lors d'une conférence de presse, Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice, a affirmé que les nombreuses libérations notées ces derniers temps entrent dans le cadre d'un désengorgement des prisons et de la lutte contre les longues détentions. À Podor, la section locale du Forum civil dénonce ce qu'elle appelle une forfaiture de la part du préfet qui a interdit leur sit-in. Sambatal, le représentant du Forum civil à Podor, a dit son amertume à Mamadou Diagne, notre correspondant dans la zone. En collaboration avec les autres membres de la société civile, des forces vives de la nation et des citoyens épris de paix et de justice, un sitting était prévu à la place publique de Podor, dénommée place Beidi Katchepam, pour dire non au coup de force inacceptable en cours pouvant faire bousculer le calendrier républicain. La lettre d'information à l'intention du préfet a été déposée. Dans les délais, on n'avait pas la réponse du préfet et retour du courrier. Par liaison téléphonique, son adjoint nous informe que le sit-in sollicité est interdit et que notification était faite à la gendarmerie de prendre toutes les dispositions pour faire respecter l'arrêté préfectoral. Après sollicitation de la notification aux intéressés, le commandant de la gendarmerie nous a fait savoir que sa hiérarchie lui a instruit de ne pas notifier les hauts concernés l'interdiction, mais qu'il pouvait venir sur place afin de lire la notification. Ainsi donc, nous, Forum civil section de Podor, déplorons ce manque de considération de la part des autorités administratives envers les citoyens. Rappelons que l'administration est écrite et que tout acte administratif est notifié à ou aux intéressés directement avec des charges. La tension politique au Sénégal occupe tous les débats, même lors des cérémonies religieuses. Ça a été le cas lors de la 20e édition de la conférence annuelle du coordonnateur des imams de Kébémer. L'imam Mohamed Nazir Gaye demande aux Sénégalais de faire attention pour ne pas élire un président incompétent. Il s'est aussi prononcé sur les manifestations qui rythment la vie politique et les morts qui s'en suivent. Imam Mohamed Nazir Gaye au micro de Nafissatou Ndiaye. Chaque leader politique doit prendre ses responsabilités, participer au développement du pays, surtout en cette période où la vie devient de plus en plus chère. Donc j'exhorte les Sénégalais à élire le candidat qu'il nous faut réellement. Je demande également au chef de l'État de continuer sur sa politique, c'est-à-dire accepter la décision du Conseil constitutionnel et respecter le calendrier électoral. Mais avant tout cela, il faut d'abord qu'on commence à autoriser et à encadrer les manifestations. De ce fait, il n'y aura aucune catastrophe. En ce sens, j'appelle le président de la République à la raison, car lui-même organisait des manifestations et personne ne s'opposait à cela. Donc, il n'a qu'à laisser les jeunes manifester. RFM, la radio de toute l'actualité. Ce mercredi 21 février, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Au Sénégal, 9 régions sont aujourd'hui concernées par ces apprentissages en langue nationale et l'État envisage de généraliser cet enseignement du CI au CM2 d'ici 2028. Anna Rocha. Les travaux scientifiques sont formels. Apprendre dans sa langue maternelle est une condition essentielle de la réussite scolaire. Au Sénégal, malgré les nombreuses initiatives depuis les années 70, l'apprentissage en français reste la norme. Mais de l'avis du directeur général de l'ONG ARED, qui s'active dans la promotion des langues nationales, le Sénégal est sur la bonne voie. Mamadou Amadouli. Vous entendrez maintenant partout parler du MOHEPS, modèle harmonisé d'enseignement bilingue. Ce modèle harmonisé d'enseignement bilingue, il harmonise les expériences de ARED, d'Atlas, d'Émile, d'Élan et aussi d'autres programmes qui sont venus après, des programmes de grande envergure tels que Lecture pour tous qui est financé par l'USAID et qui aujourd'hui a fini après 5 ans, poursuivi par RELI, le programme RELI qui est actuellement en cours, qui sont des programmes cette fois-ci à grande échelle qui ont touché au moins plus de la moitié du pays. Est-ce que vous savez que dans 9 régions, tous les enfants qui se réveillent à l'école publique dans ces 9 régions sont en train d'apprendre avec leur langue? Vous allez dans la région de Saint-Louis, tous les enfants, que ce soit à Podor, que ce soit à Dagana, que ce soit à Saint-Louis, tous les enfants apprennent la lecture avec leur langue. Selon l'expert, l'État ambitionne aujourd'hui de généraliser les enseignements apprentissages dans les 6 principales langues locales, Wolof,
Pulaar, Serer, Djola, Manding et Soninké dès 2028. En 2028, votre enfant, s'il est dans le Sénégal, il étudiera forcément avec une des langues. Parce que ces 6 langues sont considérées actuellement comme les langues les plus outillées pour pouvoir être utilisées à l'école. Elles sont non seulement codifiées, il y a eu de l'alphabétisation qui a été faite très longtemps avec ces 6 langues, l'alphabétisation des adultes. Il y a suffisamment de documents aujourd'hui, du CI au CM2 en 2028. L'État envisage de faire une généralisation de l'utilisation de l'enseignement bilingue, enseigné avec le français et une langue nationale dans chacune des classes. Pour le moment, seules les écoles publiques sont concernées, mais le souhait, c'est aussi d'impliquer les écoles privées. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane. Mali, le responsable du dialogue intermalien décline sa mission. L'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga parle d'un dialogue endogène qui va aborder toutes les questions. Il ajoute qu'aucun Malien ne sera exclu. Compte rendu de sa conférence de presse hier, Zanga Abdoulaye Ouattara. Ce dialogue sera innovant et il verra la participation de tous les Maliens. C'est ce qu'a indiqué le président du comité de pilotage du dialogue intermalien. Ousmane Issoufou Maïga assure que tout sera mis sur la table et sans tabou. Tout ce qui fâche va être dit et ce sera dans le respect sans que les gens s'insultent. Et on va dans toutes les communes, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, pour organiser ce dialogue entre les Maliens, que les Maliennes et les Maliens ensemble puissent travailler pour sortir notre pays. Aucun Malien ne sera exclu par ces pourparlers, même ceux qui ont pris les armes contre le pays pourront y participer. Mais ceux-ci doivent d'abord répondre devant la justice, quid les Maliens de décider de leur sort à travers ce dialogue. On nous dit comment négocier avec la SEMA, Yada Gali, Amadou Koufa. Mais où sont-ils? Partout dans leur contrée, il va y avoir le dialogue. Leurs parents vont dialoguer avec les autres. Ils sont des Maliens, mais ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays, qui ont disparu, devront-ils déposer les armes parce qu'ils sont poursuivis aussi par la justice de leur pays et se mettre à la disposition de la justice de leur pays pour échanger, pour dire pourquoi ils ont pris les armes. Quant à la durée du dialogue, Ousmane Issoufi a indiqué qu'elle sera déterminée lors de l'atelier de validation des termes de référence prévus pour le lundi 26 février 2024. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Au Niger, les ressortissants français victimes des relations heurtées entre Paris et la junte au pouvoir. Des relations qui continuent de se détériorer, entraînant à présent des conséquences sur l'entrée des ressortissants français sur le sol nigérien. Tom Choran dit Francesco. Depuis fin janvier, la plupart des Français qui tentent de se rendre au Niger sont refoulés à leur arrivée à Niamey. Un exemple récent est celui d'une franco-tchadienne, refoulée à sa descente d'avion le 19 février, et celui, plus politique, du responsable du programme alimentaire mondial. Le dignitaire des Nations Unies, pourtant titulaire d'un passeport diplomatique, a subi le même sort en janvier. Des témoignages indiquent que les Français doivent à présent obtenir un laissez-passer des autorités nigériennes pour entrer, bien que la junte n'ait pas encore officiellement communiqué sur un changement de procédure. Certains arrivants ont même vu leur passeport confisqué. Ces mesures ont suscité des critiques de la part de sources officielles françaises qui n'ont pas hésité à les qualifier de totalement illégales et de xénophobes. Ces nouvelles tensions s'inscrivent dans un contexte de dégradation continue des relations entre la France et le Niger depuis le coup d'État de juillet 2023. L'ambassade et le consulat de France à Niamey avaient fermé leurs portes en janvier après avoir été attaqués à plusieurs reprises. Depuis, les Nigériens ne peuvent plus avoir de visa pour la France. La situation actuelle reflète donc les dissensions profondes entre les deux nations, marquées par l'expulsion de l'ambassadeur français en septembre 2023. Le départ des militaires français présents dans le pays et à présent, ces restrictions d'entrée territoriale. Ces mesures semblent être une réponse de Niamey aux expulsions de ressortissants nigériens par la France qui ont eu lieu dans les derniers mois. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir a suspendu la délivrance de permis d'exploitation d'or artisanal et semi-mécanisé et d'autres produits précieux avec effet immédiat. Selon un communiqué, cette suspension vise à assainir le secteur et reflète la volonté du gouvernement de mieux organiser la commercialisation de l'or et d'autres substances précieuses. Le texte ajoute que les groupes miniers qui ont du matériel à exporter sont invités à s'adresser à la SONAP, la Société nationale des matières premières précieuses, pour obtenir une compensation. RDC, plusieurs morts dans des attaques attribuées aux ADS. Dans l'est du pays, les rebelles des forces démocratiques alliées ont tué au moins 24 personnes cette semaine. Les chiffres fournis par les autorités locales et un groupe de la société civile.
Papa Ibrahim Ndiaye. Les rebelles des forces démocratiques alliées qui ont des liens avec le groupe État islamique qui ont tué 13 personnes dans le territoire de Mambasa, dans la province d'Ituri, hier a déclaré Christophe Munyandirou, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme. La plupart des victimes ont été tuées dans leur maison, a-t-il déclaré. Dans la province voisine du Nord Kivu, les forces démocratiques alliées ont tué au moins 11 personnes à la machette et à l'arme à feu. Dans le territoire de Beni, lundi, a déclaré le colonel Charles Euta Omewonga, administrateur de la région. Des civils ont également été pris pour cible dans leur maison et le nombre de morts est plus élevé car certaines personnes sont portées disparues, a-t-il ajouté. La violence couvre depuis des années dans l'est de la RDC où environ 120 groupes armés se battent pour le pouvoir, les terres, les minerais ou la sécurité de leur communauté. Ces dernières années, les attaques des forces démocratiques alliées se sont intensifiées et se sont étendues à Goma, la principale ville de l'est du Congo, ainsi qu'à la province d'Ituri. Les groupes de défense des droits et les Nations Unies ont accusé les forces démocratiques alliées d'avoir tué des centaines de personnes et d'en avoir enlevé davantage, y compris un grand nombre d'enfants. Et pour terminer, l'Union européenne qui a retiré les Seychelles de sa liste noire des paradis fiscaux, les Bahamas, Belize et les îles turques, mais également Caïcos, sont aussi retirés de la liste. Le Conseil de l'Union européenne a invité ces pays à améliorer leur cadre juridique afin de résoudre les problèmes identifiés. Merci Georges Détié-Diop pour 12h26 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la situation de l'université Gaston Berger, marquée par de multiples crises, dont des manifestations qui ont coûté la vie à des étudiants. Et pour en parler, nous serons avec Evrad Marie-Diokel Ngom, coordonnateur de la section SAES de l'UGB, et Abdou Khadr Sanoko, docteur en sociologie et membre de UGB Debout. RFM Sport. Mais d'abord le sport. Retour sur l'élimination hier du Sénégal au mondial de foot de plage. Avant cela, bonjour cher Tidiane. Bonjour à vous Souleymane. Il faudra le noter, la marge a été très haute pour nos Lions de beach soccer sortis hier en phase de groupe après une défaite concédée face au Japon. La deuxième en 3 sorties à cette compétition qui se poursuit aux Émirats Arabes Unis. Le niveau de ce mondial passé au peigne fin par ceux de gamme. Des surprises, on en a vu lors du premier tour de ce mondial. Des équipes comme l'Espagne qui rentrent avec 0 victoire ou d'autres qui ont créé la surprise comme la Biélorussie. Seule équipe à avoir pris les 9 points sur les 9 possibles, ce qui rend cette édition beaucoup plus relevée que la précédente, nous dit le capitaine des Lions, Alseyni Ndiaye. Oui, comme on le dit, le niveau est élevé. Pour atteindre l'objectif, comme on le dit, il faudra beaucoup travailler. Donc on doit travailler parce que toutes les équipes travaillent. On doit continuer à travailler pour préparer 2025, Inch'Allah. Mais avant ça, il y a la Coupe d'Afrique qui se jouera normalement dans l'été 2024. Donc il faudra se qualifier d'abord pour penser à 2025, Inch'Allah. Le Sénégal, pourtant demi-finaliste du dernier mondial, est éliminé dès la phase de poule, ce qui remet en question les stratégies de l'équipe sénégalaise, souligne Mamadou Silla. Il faut qu'on travaille parce que nous, on reste le physique quoi. Mais le beach soccer, c'est pas le physique, aussi c'est tactique quoi. Donc on va aller retourner au Sénégal pour travailler encore. Inch'Allah, ça ira quoi. Alors, les Lions savent désormais qu'il y a un gap à rattraper s'ils veulent rester parmi les meilleurs. Raoul Mendy. Ouais, je veux dire, chaque année, les équipes progressent. On va continuer à travailler et continuer aussi à maintenir notre niveau de jeu pour continuer à être dans le top mondial. On va continuer à aider les jeunes, à faire progresser l'équipe. Ainsi donc, les 2 représentants africains quittent la compétition et vont se consacrer aux éliminatoires de la prochaine CAN. Soda Thiam, Dubaï, Radio Futur Média. Soda Thiam, le Sénégal éliminé. Les affiches des quarts de finale de cette Coupe du Monde sont désormais connues et toutes les rencontres vont se dérouler d'ailleurs demain. Brésil-Japon, prévu à partir de 11h30 à 13h. C'est la Biélorussie qui a partagé le groupe avec le Sénégal qui vont en découdre avec le Portugal. L'Iran, qui fait office de favori dans cette compétition, jouera contre le pays hôte, les Émirats Arabes Unis, à partir de 15h30 GMT. Et puis la dernière rencontre de ces quarts de finale du mondial de beach soccer va opposer l'Italie à Tahiti. Coup d'envoi prévu demain à partir de 17h. Le foot sur la pelouse ce soir, la fin de la manche allée des 8e de finale de la Ligue des Champions en Europe. Et 2 rencontres sont prévues à cet effet. Porto-Arsenal, suivi de Naples contre Barcelone.
suivi de Naples-Barcelone. Donc à noter que ces rencontres vont démarrer ce soir à partir de 20h de Dakar. En match avancé de la 26e journée de la Premier League anglaise, ce soir à 19h30, le leader Liverpool accueille le promu Luton Town. Les Reds devancent d'un petit point Manchester City, le Dauphin, et de 2 points Arsenal qui occupe la 3e place. C'est officiel, Thomas Tuchel ne sera plus l'entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine. Ses défaites face au Bayer Leverkusen en Bundesliga, à la Lazio de Rome en Ligue des Champions et plus largement ses performances décevantes auront eu raison de son poste. Si le club munichois peut encore espérer poursuivre l'aventure en Ligue des Champions, le tir semble en revanche devoir lui échapper en Bundesliga pour la première fois depuis 2012. Le Bayer Leverkusen, qui n'a toujours pas perdu et affiche 18 victoires et 4 nuls après 22 journées, compte en effet 8 points d'avance sur son rival, dont la 2e place est même menacée par la modeste formation du Stuttgart. Merci, Chartidiane Diagne. Merci à vous, Suleiman. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. La plaidoirie d'Aïssata Tall Sall sur la libération des détenus dits politiques. Aïssata Tall Sall, un mot d'éclairage, soupir Sud Quotidien, 3 mots ou plus précisément 4 pour justifier cette main levée de dame justice sur les détenus proches d'Ousmane Sonko. Vox Populi les résume sans attendre. Il s'agit du prétexte, du contexte, du texte et même du hors-texte. Et d'aller plus loin dans la séance d'explication, elle dit il n'y a pas de portes ouvertes à la prison, pas de quota de libération arbitraire ou à la tête du client, et d'avertir ce n'est pas un relax, c'est juste des libertés provisoires et la loi va s'appliquer. Fermez le banc. Non, semble répondre le journal, et pour cause, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est épanchée aussi sur le cas Ousmane Sonko et Diomaye. Vont-ils bénéficier de la même mansuétude de dame justice? Eh bien, le journal remarque le jeu clair-obscur de maître Aïssata Tall Sall qui fait dans la langue du bois. C'est la sale plaidoirie bûcheron du coup le quotidien, lequel confrère remarque que ce sera au cas par cas. Chaque dossier sera examiné sur des critères objectifs pour le témoin. Donc, Aïssata Tall Sall monte au créneau pour assurer ce qu'on appelle le service après-vente. Et le Soleil aligne 2 chiffres en page de garde. On retient l'attention du journal. 344 détenus ont été donc libérés. Les plus dangereux gardent encore le bagne. Bosby jour, après avoir pris au mot l'avocat par cas, note que le suspense continue quand même autour de l'élargissement de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Les ex-détenus, aussitôt libérés, aussitôt radicalisés encore. L'info a donné la parole à tous ces mangas qui soutiennent que si c'était à refaire, il aurait refait encore. La prison ne m'a pas fait fléchir. Le combat que nous menons, c'est pour la souveraineté du Sénégal et c'est comme si on menait un combat spirituel. Explication d'un sociologue. Dernièrement, il a été constaté au Sénégal, la vie post-prison n'est plus vue comme un échec autant chez les détenus que chez les populations. Il est aujourd'hui perçu comme un héros célébré par les foules, celui qui sort de prison, car jugeant à son arrestation sous le joug d'une extravagance de la violence symbolique des autorités étatiques. L'état du Sénégal et la date de la prochaine présidentielle, c'est toujours l'inconnue réponse sans attendre libération. Le Conseil a fini de prendre acte du désistement de Rose Wardini et de reconduire par la suite la liste des 19 autres candidats. Arsenu Élection demande au président de retenir la date du 3 mars pour le scrutin. Le Front démocratique pour une élection inclusive clame que juridiquement un autre scrutin présidentiel et un autre processus électoral deviennent inévitables. Thierno Alassane Sall soutient lui que ceux qui ont proposé des compromis coupables sont complices. Reçu par Macky Sall, la présidente de l'OIF demande une visibilité sur les prochaines étapes du processus électoral. Les candidats réunis autour du FC 25 pointent, je cite, un sabotage en cours de l'élection. Dans le Témoin, cette réaction de Karim Wade qui accuse le Conseil constitutionnel d'avoir tronqué l'article 34 de la Constitution. Le PDS justement inquiète lui prédit un avenir sombre. Le journal note que le parti d'Abdoulaye Wade est dans une zone de turbulence. Absent de la présidentielle 2019, le PDS est sous la hantise d'un autre rendez-vous raté en 2024. L'Obs pense que le PDS est dos au mur, ça passe ou ça casse. PDS, la dernière carte, il risque de se retrouver trop marginalisé dans le champ politique au cours des prochaines années. Et puis sport pour boucler mondial beach soccer, le Sénégal bye bye la compétition, éliminé hier par le Japon 6-4. Le Sénégal ne verra pas les quarts de finale, écrit du coup le journal. L'aventure s'arrête là, dit le Soleil qui constate que les Lions se sont sabordés et ont fini par quitter la compétition. Bonne nuit à tous.
Rapido et leurs stickers rechargeables. Direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h35. Nous allons débattre de la situation de l'UGB marquée par de multiples crises dont certaines ont coûté la vie à des étudiants comme Prosper Clédor Senghor, dont on a appris le décès des suites de ses blessures subies le 9 février dernier lors des manifestations contre le report des élections, ce qui porte à 2 le bilan des morts à l'occasion de ces manifestations. Je vous rappelle que le premier décès était celui de l'étudiant Yero Alpha Tunkara. Nous prenons prétexte de ces malheureux événements pour évoquer ce que certains considèrent comme la descente aux enfers de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et pour en parler, nous sommes avec M. Abdou Khadre Sano, et non Sanoko. Abdou Khadre Sano, docteur en sociologie et membre de UGB Debout. Docteur Sano, bonjour. Bonjour, M. Baye. Souleymane Nian, voilà. Comme ça, on est quitte. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce débat important. Nous sommes également avec Evrad Marie Djokel Ngom, coordonnateur de la section SAES de l'UGB. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ces dernières années, défraie la chronique, et cela éclipse d'ailleurs les autres actualités de cette institution d'enseignement supérieur réputée, qui a placé beaucoup de candidats à l'agrégation et à d'autres concours dont les anciens étudiants sont reconnus dans divers secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, ce qui fait la une de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ce sont ces crises récurrentes et qui ont parfois été marquées par des événements tragiques. Comment expliquer, et je commence avec vous, Evrad Marie Djokel Ngom, comment expliquer cette évolution qu'on peut qualifier de défavorable ou négative de cette institution qui, au début, suscitait beaucoup d'espoir? Bonjour, je dirais que tout prend départ à partir de la massification des universités. À un moment, l'État avait pour mission d'augmenter le nombre d'étudiants. Et ça, vous avez bien remarqué que le ministère s'en félicitait à chaque fois qu'il disait que tous les étudiants sont orientés. Et malheureusement, on avait toujours exigé qu'il y ait des mesures d'accompagnement par rapport à cette augmentation. Conséquence, sur le plan social, les étudiants sont frustrés. Mais malgré tout, concernant cette situation qui vient d'arriver, ce n'était pas une manifestation pure des étudiants pour des améliorations sociales et pédagogiques. C'est un événement qui a eu lieu dans un contexte purement national. Donc, un groupe d'étudiants est sorti pour manifester contre le report des élections. Malheureusement, il y a eu mort d'homme. Le lendemain, les étudiants étant touchés sont sortis pour protester. Et c'est ce lendemain-là que Prosper a été touché par un projectile, nous disent-ils, et qui malheureusement a succombé à ses blessures quelques jours après. Donc, ceci étant dit, l'UGB d'avant, ce n'est pas l'UGB d'aujourd'hui, parce que tout simplement, le gouvernement a décidé d'augmenter les étudiants sans pour autant qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ce qui a créé, ce que je dirais, une bombe sociale, entraînant des frustrations, entraînant des séries de violences. Donc pour vous, la massification, c'est la cause racine avec toutes les autres causes secondaires, c'est-à-dire la frustration des étudiants, la politisation aussi de l'espace universitaire, comme c'est le cas dans d'autres espaces universitaires, au-devant desquels d'ailleurs l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je reviendrai avec vous tout à l'heure sur l'analyse un peu plus approfondie de cette évolution. J'aimerais entendre Abdou Khadre Sano sur la même question. Quelle est votre
votre compréhension, votre analyse justement de l'évolution de l'université jusqu'au moment où nous parlons. Merci. Bonjour d'abord à vos auditeurs et auditrices. Je partage parfaitement le sentiment, les propos du secrétaire général du SAES, le professeur Evran Ngom. En réalité, depuis que les universités ont été dessaisies, parce que la réalité, c'est que les universités ont été dessaisies de l'orientation des étudiants, c'est l'État, c'est le gouvernement aujourd'hui qui oriente. Et ça pose problème. Les mesures d'accompagnement qui doivent suivre en fait cette montée en puissance, ce qu'on appelle à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la montée en puissance, les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Et ça pose problème. Alors, on parle beaucoup de mesures d'accompagnement. De façon plus spécifique, de quoi s'agit-il? Je suis en train de vous dire, quand on oriente des étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui en amont était prévu pour ne pas prendre plus de 1000 étudiants, aujourd'hui qu'on y oriente plus de 2000 étudiants et qu'aucune infrastructure, des constructions de bâtiments sociaux pour pouvoir... pour l'hébergement héberger les étudiants... Les fameux villages. Nous sommes à Sanar, nous sommes un peu spécifiques, nous sommes dans un village. Quand vous amenez ici des étudiants, mais complètement déboussolés, loin de la ville, il faut qu'il y ait un site qui les accueille. Et ce site, s'ils n'ont pas, vous allez à l'université aujourd'hui, dans une petite chambre, une chambrette, je puis dire, vous trouvez 8 étudiants, vous pensez que c'est normal? Les étudiants ne peuvent pas vivre dans ces conditions-là. C'est compliqué, c'est difficile. La vie des étudiants à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est pareil peut-être ailleurs. Je ne connais pas la réalité dans d'autres universités. Je parle d'une université que je connais parce que j'ai fait mes études ici. C'est difficile. C'est très difficile, mon cher. Alors, venez voir la situation dans laquelle se trouvent les étudiants. N'est-ce pas? C'est compliqué. Evran Marie Diokel Ngom, il n'y a pas que les revendications des étudiants, il y a aussi les revendications des personnels administratifs, techniques et de services, mais également des enseignants. Vous êtes le secrétaire général du SAES de l'UGB, si j'ai bien compris, en tout cas le coordonnateur de la section SAES de l'UGB. Est-ce qu'on doit tout mettre pas sur le dos, mais au compte justement des revendications des étudiants, du mal-être des étudiants? Oui, on ne va pas mettre tout le dos sur le mal-être des étudiants, parce que comme vous l'avez dit, le personnel a des revendications. Quand je parle de personnel, je parle de personnel enseignant et personnel administratif et technique. Nous, concernant le personnel d'enseignement, nos revendications sont claires, c'est par rapport au taux de permanent. Parce que l'université est débordée, l'État du Sénégal ne recrute pas. Aujourd'hui, dans notre plateforme revendicative, nous avons demandé à ce que vraiment le recrutement aille jusqu'au 70%. Et malheureusement, c'est l'inverse. Actuellement, le taux de recruté est de 30%. Maintenant, la conséquence que ça peut entraîner dans ce problème de recrutement, c'est que l'université dépend considérablement de l'intervenant externe. Et parlant de ces intervenants externes-là, la conséquence, c'est que dans le déroulement du programme, on est obligé de faire des condensations de cours, ce qui quelque part, a un impact sur la qualité de l'enseignement. N'est-ce pas? Abdoukhadre Sanoko, au-delà des revendications, disons, catégorielles, il y a aussi des tensions récurrentes entre les différentes catégories. Justement, les dernières en date, c'est entre une partie des étudiants et une partie du personnel administratif quand les étudiants ont voulu arrêter toute activité administrative, notamment. En fait, c'est une situation qui se comprend un peu. Il y a vraiment pas de tension. Ça, je voudrais rectifier cela. Il n'y a pas de tension entre les différentes composantes de l'université. Ce qui s'est passé, c'est que récemment, les étudiants, ils se sont sentis seuls, en fait, dans leur douleur, dans leur épreuve. Alors, ils ont décrété un mot d'ordre, d'accord, pour dire que les activités administratives étaient suspendues. Mais le même jour, je vous dis, ils sont revenus sur ça. Parce qu'à un certain moment, ils ont considéré qu'ils vivent seuls leur douleur, ils vivent seuls leur peine. Malgré tout ce que l'administration, le rectorat, le CROUS a fait pour que cette douleur-là soit collégiale, mais les étudiants se sont sentis esselés. C'est la raison pour laquelle, uniquement, ils ont décrété ce mot d'ordre-là. Le même jour, ils l'ont levé. Donc, il n'y a pas de problème entre les différentes composantes de l'université.
je pense que c'est simplement des clichés qui nous viennent de dehors. N'est-ce pas? Alors, j'aimerais m'arrêter quand même sur un aspect particulier. C'est, comment dire, on ne peut pas parler de prolifération, mais c'est quand même la 3e fois que des étudiants perdent la vie à la suite de tirs de projectiles. Ce sont des armes à feu qui ont été utilisées. On ne sait pas toujours, on ne connaît pas toujours les responsables. En tout cas, des enquêtes ne l'ont pas déterminé de façon irréfutable. Evrad Marie Diokel Ngom, qu'est-ce qui fait de l'université de Saint-Louis un endroit si spécifique qu'on ait autant de cas de personnes tuées par balle, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres espaces universitaires où il n'y a pas moins de manifestations néanmoins? Voilà, tout découle tout simplement d'une violation très flagrante des franchises universitaires. Tout découle de ça. Et l'usage disproportionné de la répression policière. Parce que des étudiants qui sortent pour manifester, si tu ne peux pas les encadrer, pourquoi voudrais-tu tirer des projectiles envers eux? C'est ce qui a entraîné ces conséquences. Et il faut que les forces de l'ordre comprennent que la violation des franchises universitaires ne suffit pas, ne se limite pas à s'arrêter en dehors de l'université et de jeter des projectiles à l'intérieur. Tous les 2 étudiants qui sont morts, tous les 3 d'ailleurs, ont été tués dans l'enceinte de l'université. Et ça pose problème. C'est une violation grave. Le CS n'a cessé de dénoncer depuis toujours et malheureusement, pour des raisons diverses, ça continue. Abdou Khadre Sanou, sur cette question? Mon cher, mais sur cette question, laissez-moi d'abord partager mon sentiment de tristesse, mais surtout de colère. Mais je vous dis, je suis en colère par rapport à ce qui se passe à l'université Gaston Berger actuellement. De 2018 jusqu'à 2024, nous avons, vous l'avez dit, enregistré 3 morts. Mais c'est grave. L'université est un espace de liberté, est un espace d'inliberté. Je rappelle que le premier mort, c'était Bassirou Sène. Bassirou Faye. Bassirou Faye, pardon. N'est-ce pas? Non, Fallou Sène, excusez-moi. En 2012, en mai. On s'y perd d'ailleurs, vu le nombre de personnes, surtout le territoire national. C'est parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, il faut qu'on arrête. Mais cette vague de violence-là envers nos concitoyens. Ce sont des Sénégalais qui s'attaquent à des Sénégalais. Mais ce sont des... Mais qui plus est, la manifestation, elle est permise par la Constitution. On peut les encadrer, comme le dit en fait le secrétaire général du... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a les franchises et apparemment les franchises n'empêchent pas des bavures ou des accidents, pour utiliser un terme relativement plus neutre, disons. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en dehors de juste réclamer le respect des franchises universitaires? Au-delà du respect des franchises, vous savez, il n'y a pas de sanctions. L'impunité règne en règle, mais vivent les crimes. C'est ça le problème. Depuis 2018, nous courons jusqu'à présent derrière en fait le responsable. On n'en trouve pas. Les rapports, on n'en voit pas. Hier c'était Bassirou, avant-hier c'est Tunkara, aujourd'hui c'est Senghor, demain ce sera qui? Parce qu'on ne situe pas des responsabilités dans ce pays-là. Et ça pose problème. Il faut qu'on commence à situer les responsabilités. Quand un citoyen lambda fait des erreurs, fait une faute, il est sanctionné. Mais quand des autorités politiques, qui plus est, commettent des erreurs, des bavures, il faut situer des responsabilités. Il faut que dans ce pays-là, qu'on commence à situer des responsabilités. Et à poursuivre les gens et à les arrêter si, bien sûr, leur... Parce que souvent, les rapports d'autopsie concluent à la mort par balle, pour schématiser un peu, mais rarement on identifie les responsables, parce que
c'est pas forcément suivi d'enquête ou d'analyse balistique. Il nous reste 1 minute, Evrad Marie Diokel Ngom, au-delà de la question de la sécurité, comment globalement redorer le blason de l'université Gaston Berger pour que ce soit l'université d'excellence dont on voulait en faire une à l'origine et peut-être passer même à l'étape supérieure pour en faire l'une des plus grandes universités, sinon du continent, à tout le moins de l'espace francophone en Afrique? La solution est toute simple. Nous demandons tout simplement à l'État qui a décidé de massifier l'université de mettre en place des mesures d'accompagnement idoines. Vous savez très bien que à l'origine, on disait même à l'université Gaston Berger, seuls les meilleurs étaient orientés. L'État en a décidé autre, a décidé une autre politique. Et cette politique devrait être accompagnée par les moyens. Cela commence par la construction de logements sociaux suffisants, qui est le début de toute frustration. Parce que quand tu as du mal à manger à temps, quand tu as du mal à dormir bien, quand tu as un problème d'accès d'eau, je pense que ça, vous avez entendu parler de ça. Quand tu as toutes ces difficultés-là, tu ne peux être que frustré. Concernant le côté pédagogique, les locaux manquent, venez faire les tours. On a des salles, mais on n'a pas de salle de classe. On n'a pas de salle de classe. Vous entrez à l'intérieur, des chaises qui manquent par là, le dispositif pédagogique n'est pas suffisant. Et actuellement, pire encore, l'État voudrait que les gens fassent du bimodal, sachant que le dispositif des cours en ligne est loin d'être réalisé. Donc tout ça là, si l'État ne le règle pas et qu'il continue à massifier l'université, ces problèmes-là persisteront. Peut-être un mot avec Abdoukhadre Sanoko pour faire bonne mesure, sur la gestion quand même par le recteur et son équipe. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité à ce niveau-là ou pas? Du recteur? Oui. Non, je ne sens pas la responsabilité du recteur dans ce qui s'est passé à l'université. D'accord. Maintenant, pour répondre à la dernière question que vous avez posée à Edouard, je suis d'accord avec... En 30 secondes, oui. Non, oui, la qualité n'a pas quitté l'université, malgré les difficultés que nous vivons. La qualité est là. Je vois, moi, tous les jours, les enseignants, le personnel administratif se décarcasser pour mettre les étudiants dans des conditions d'études mais idoines. Mais oui, il faut qu'on nous accompagne. Mais oui, malgré tout cela, il ne faudrait pas qu'on nous regarde parce qu'on est à Sanar, on est loin de Dakar. On est une université de qualité et on reste une université de qualité qui a besoin d'être accompagnée. Je voudrais, si vous permettez, lancer un appel à la communauté universitaire de Saint-Louis. Ne laissons pas nos étudiants seuls dans ces moments-là. Allons au campus partager ces peines avec eux. Allons alléger leur souffrance. Ils ont besoin de nous. N'est-ce pas? Ils ont vraiment besoin de nous. Merci. Merci beaucoup Abdoukhadre Sano, docteur en sociologie et membre de UGB Doubou. Merci également à Evrad Marie Diokel Ngom, coordonnateur de la section SAES de l'UGB. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef El Haj Ndiogoudjen, chef d'édition Awambaye assisté par Mama Stoukan, à la mise en onde de Abdou Cham, Maïsambay au digital.